l'accélération, elle est là, la victoire de Stepan Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez là-bas, sur un planche, forcément. On est célébré. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices, et bienvenue pour un nouvel épisode du Campus Sport Club, le talk show 100% sport de Radio Campus Lille. Avec moi ce soir, pour l'instant ils sont 2, et ils seront bientôt 3, j'espère, on verra. Tout simplement Pablo en face de moi. Salut Adrien, salut Agathe. Salut, toujours un plaisir de se revoir. Parce que toujours. On ne se voit pas plus souvent que ça. C'est vrai. Ça fait longtemps, mais ça fait plaisir. Et même Agathe. Ouais. Oui, ça fait longtemps, mais ça fait plaisir de revenir. Je suis très contente. Et pour te dire, quand j'ai bricolé pour le conducteur donc, de cette émission ce week-end, je suis allé rechercher, puisque nous aurons un invité tout à l'heure au téléphone, normalement, je suis allé rechercher un conducteur similaire avec à peu près le schéma type avec un invité. Et je suis retombé sur ta dernière participation, parce qu'il y avait déjà un invité. Effectivement. Ça fait longtemps. Qui remontait à... C'était il y a 2-3 ans. Quoi. Il y a deux... Ouais. Un bon mois. Ouais, je sais pas, j'ai arrêté de compter. Et écoutez, du coup, en attendant notre dernier membre, à savoir Pavel, pour ceux qui doivent savoir qui il est, je nous lance un petit jingle, je vous propose, et puis on passe tout de suite au résultat, Agathe. Ouais, on y va. Alors... C'est parti. Et tout de suite, retrouvez les résultats sportifs de la semaine. Alors, bonsoir. Eh ben, rebonsoir. Oui, rebonsoir. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous partager les résultats de la semaine. Alors, entre foot, vélo et basket, on s'est régalé, je vais pas vous mentir, et je compte bien partager le gâteau avec vous. Une première part d'abord avec notre cher Ligue 1 qui a connu 2 chocs ce week-end. Le classique PSG-OM d'abord et le derby du Nord à Pierre-Mauroy qui nous ont tous les deux laissés sur notre faim. 2-1 pour Paris, 2-1 pour Lens. On notera que cette saison, en 3 confrontations, les 100 et or ont quand même gagné 3 fois face au LOSC. C'est une petite performance. Je crois que c'était la première fois depuis... Alors, soit première fois tout court, soit première fois depuis... Très très longtemps. Ouais, avec, un siècle. Pablo, je voulais ton avis sur le Classico. Pour toi, est-ce que Marseille avait la place de gagner ? Alors, assez largement, je pense, qu'en mettant en place le plan de jeu qui devait être le nôtre, parce que c'était le nôtre depuis 5 matchs. 5 matchs qui étaient... quasiment parfait. Je trouve qu'en fait, on avait retrouvé l'OM. Ça n'avait rien à voir avec l'OM de début de saison. Et pourtant, on jouait bien mieux qu'on avait pu le faire depuis des mois. Donc, il y a eu le match face au PAOK. Il y avait eu le match face à Bâle aussi, face à Montpellier, où on avait très bien joué. Et on est arrivé et Sampaoli a décidé de se faire dessus, on dira poliment, et d'attendre un PSG qui n'a rien proposé non plus, et de pas tenter un pressing haut comme on avait pu le voir ces derniers temps, et de densifier un milieu, de pas attaquer la profondeur. Pour moi, il y avait rien à faire là-dessus. Des deux côtés, moi j'ai trouvé que c'était vraiment décevant. En plus de ça, on a tous vu l'ambiance au parc qui était vraiment ignoble, avec la grève des supporters et des ultras, voilà, c'est toujours compliqué. C'est bien d'en parler puisqu'on en parlera en fin d'émission. Ouais, mais c'est un sujet hyper important, je trouve, surtout en ce moment, parce que tu vois l'impact que ça peut avoir sur un match. Je pense que c'est pas le seul facteur, mais le manque de ferveur, clairement, dans un match comme ça pousse pas les joueurs à se dépasser, et du coup on a assisté à une vraie bouillie imbouffable. Moi qui supporte aussi l'Olympique Marseille, ce classico-là, je l'ai regardé d'un œil. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment regardé d'un œil. Moi des deux, mais pour pleurer. Quoi. C'était vraiment sur chaque action où tu te dis... Est-ce que sur le but de Saliba, tu y crois ? Sur le but de Saliba, j'y crois beaucoup. Mais très vite, même quand il y a un peu ce moment de doute, je me dis, putain, mais même ça, c'est pas suffisant, en fait. Même un match nul arraché comme ça dans les derniers instants sur un vieux coup franc, c'est pas ce qu'on doit viser. Cette année, au Parc, on sent que Marseille avait toutes ses chances, même à l'aller, de se dire, on peut essayer de battre le Paris Saint-Germain, alors que ça fait 12 ans qu'on court après. Pour moi, l'aller, c'était peut-être le plus... Encore plus. Celui-là est quand même très honteux, moi, je trouve. Mais je trouve que celui de l'aller avait ce truc en particulier qui était que c'était vraiment les débuts de Messi, Neymar, Mbappé, donc tu pouvais vraiment jouer là-dessus. Toi, tu étais dans une très très grande forme
Et t'étais chez toi, quoi. Et t'es chez toi, donc tu dois produire du jeu, tu dois produire quelque chose. Là, je trouve que ça a été honteux du début à la fin. Mais bon, voilà. Passons, comme on dit. Passons. C'est Il y a fait. tellement de choses à dire sur ce match, mais passons. Parce qu'on va tous pleurer. Donc. Un mot de maintien, du coup, avec l'opération sauvetage de Pascal Duprat qui se déroule plutôt bien. Une victoire à Brest pour sortir de la zone rouge en profitant du nul de Metz face à Clermont, qui s'enfonce Metz qui s'enfonce dans les bas-fonds du classement, les pauvres. Et les 3 dernières places sont donc occupées par les Messins, les Clermontois et les Bordelais en 19e position, qui ont maintenant 4 points de retard sur les Verts, donc ça va être très compliqué, surtout que le sprint final pour eux est assez... c'est pas hyper dur, mais c'est quand même assez relevé. J'ai commencé à regarder un peu ce calendrier de fin de saison. Tu parlais de Clermont, t'as fait un lapsus sur Clermont en fait. J'ai dit quoi ? Tu t'es rattrapé. Ah. T'as dit Clermont, ensuite t'as dit non, Metz s'enfonce. Mais Ah Clermont oui. sont sur 7 matchs sans victoire. Ah oui. Le calendrier est pas ultra facile. Ils se tapent dans le désordre, mais Angers, Brest, Strasbourg, Lyon pour finir. Et c'est dommage parce que ça a joué plutôt bien au début. En Oui, plus, Clermont. et du coup, autant Saint-Etienne, du coup, je les trouve maintenant en position favorable. Par rapport à Clermont et Metz, en tout cas, c'est... Autant la 19 et la 20e place, je pense que Saint-Etienne les éviteront. Autant la 18e, il faut voir encore. Mais ils sont trop bas là. Ouais. Ils ont Voilà. 4 points de retard sur le 19e sur Bordeaux. Donc C'est difficile à rattraper. Et le 18e ou le 17e, du coup, est à 3 points du 15e aussi. Donc en gros, de la 15e à la 18e place, c'est jouable. Très très serré. Bon, on sort un peu de nos frontières pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et à Manchester, le Billard de l'Etihad accueillait les Reds. Le billard de l'Etihad accueillait les Reds pour un choc au sommet en demi de FA Cup. Encore un, puisque vous vous souvenez que le 10 avril dernier, c'était déjà la même affiche pour le compte du championnat cette fois. Alors qu'il y a 10 jours, les 2 prétendants au titre n'avaient pas su se départager. 2-2. Voilà, 2-2. Cette fois, les Reds l'ont emporté 3-2. En menant 3-0 quand même. Ouais, super match. Ouais. Donc en route vers le titre, les Reds, puisqu'ils sont encore en course du coup en FA Cup, en LDC, et puis ils repassent en tête là sur La PL. en PL, ouais. Alors ils ont 2 matchs d'avance quand même. C'est eu beaucoup de matchs reportés à cause du Boxing Day, enfin pendant le Boxing Day avec le Covid, etc. Mais ouais, ils sont en très bonne position. Là, en fait, le quadruplé est dans leur bouche maintenant. Enfin, plus on arrive à la fin de saison, plus le quadruplé serait formidable. Et quand tu vois d'où ils reviennent, parce qu'en début de saison, même à la mi-saison, je crois que City a une quinzaine de points d'avance sur Liverpool. J'avais vu cette stat, Alors 18 points d'avance, je crois, en janvier. Alors c'est autant City qui perd bon nombre de points sur des trucs plus abordables que Liverpool qui arrive quand même à sortir des matchs de très très haut niveau. Et je trouve que la signature de Luis Diaz là-dessus est très 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 intéressante et très importante pour Liverpool, parce qu'on avait tendance avec Jota en titulaire, on avait une tendance un peu à répéter les mêmes schémas qu'on pouvait y avoir déjà l'année passée, et je trouve que Luis Diaz arrive à dynamiter tout ça complètement, et ce soir encore il fait un très gros match. Ouais, voilà, Luis Diaz là ce soir ça vient de tomber, c'est un but, une passe D pour Liverpool qui gagne 4-0 du coup contre United. Donc voilà, Liverpool vraiment j'ai quasiment regardé tout le match, et en fait je disais à Pablo en arrivant, le premier but, faut que je me rappelle, mais en gros, passe de Salah, but de Diaz. Le deuxième but de Mané, but de Salah, passe de Mané, et but de Mané, passe de Diaz. Je dis, c'est le schéma, tu sens que c'est un trio. Tu peux et pas... après Jota qui rentre, je pensais que Jota allait planter son petit but, mais non. Mais passe D. Passe D pour Salah. Passe D quand même. C'est lui la passe D. Tu vois. C'est fou. Les 4 de devant sont vraiment à un très très haut niveau ces derniers temps. C'est terrible de se dire qu'en fait, tu les prends individuellement, ils sont tous différents. Enfin, il n'y a pas de doublon, quoi. Il a le droit de. Klopp, il peut rêver fort. Ouais. Et là-dessus, ce quatuor, cette triplette quatuor maintenant avec Luis Diaz, t'as l'impression de retrouver un peu le City d'il y a 3 ans, ultra dominateur à 100 points en première ligue, avec du Sané, Sterling, Jesus et Agüero. Enfin, tu vois 4 petits profils devant. Et t'as le Mahrez qui peut sortir du banc tout instant. Et même Mahrez, j'oublie Mahrez, tu vois, mais voilà. Petite pause, puisque je me permets, je te rallume un micro. Voici Pavel qui... Bonsoir. Ça rejoint. J'ai poussé le métro, comme ça il allait plus vite. Puisque... J'ai bien aimé ta tournure. On est là. Je te recoupe le micro le temps que tu reprennes ton souffle, et puis on poursuit là-dessus. Vas-y, Agathe. Oui, donc je disais, là ça vient de tomber aussi, on a eu le résultat de Liverpool, on a aussi eu le derby de Milan
en demi-finale retour de Coupe d'Italie avec une belle victoire des Interis sur le score de 3-0. Pareil, doublé Lautaro et puis un petit but de Gossens à la fin, donc ça fait plaisir, la petite recrue de l'Inter qui marchait bien. Et puis c'est un beau message qui est envoyé au Milan AC dans la course au Scudetto. Les deux qui se tirent la bourre tous les week-ends et ça se rapproche vraiment entre l'Inter et le Milan AC. Donc une petite victoire en Coupe d'Italie pour donner la confiance et pour finir la saison sous les meilleurs auspices. Et on faisait le parallèle avec Pablo juste avant entre les deux Milan et ce fameux duel aussi Liverpool-City avec un match en retard à chaque fois. Oui, qui finalement se rejoignent, les deux championnats se rejoignent un peu là-dessus, parce qu'on avait un Milan qui était quand même un peu plus haut à la mi-saison. Naples était déjà aussi un peu dans la course à cette époque. Naples est clairement passé derrière l'Inter. Et là, l'Inter peut à chaque match passer à un point devant le Milan. Donc des deux championnats, ça promet des belles fins de saison. Ouais. Et un mot sur les affiches des demi de Coupe d'Europe, du coup, puisqu'on retrouvera en Conference League, du coup, Marseille, face au Feyenoord, avec la Roma contre Leicester de l'autre côté. En Ligue Europa, on aura Leipzig contre les Rangers de Glasgow et Francfort face à West Ham. Et enfin, en C1, le Real affrontera Manchester City. On a trop hâte, alors que Liverpool aura affaire à Villarreal. Les tombeurs du Bayern. Vive le foot. Faites-moi vos petits pronos là, pour les finales de Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voyez C1, C3, C4 ? Moi, je pense que sur une C1, on va repartir sur le même duel dont on parle déjà beaucoup depuis le début de cette émission, sur un beau City-Liverpool, je pense. Et tu penses que Benzema va passer à côté de ce match et va pas réussir à sauver son équipe dans les derniers moments? J'ai toujours tendance à privilégier le collectif sur l'individuel. Ouais. Je trouve que le Real quand même dépend très 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 largement de Benzema. Ouais, ça c'est sûr. Et je trouve que l'équipe de City est très très rodée, même s'il y a des points qui se perdent à droite à gauche. Je trouve que c'est quand même en ce début de saison, c'était, je trouve, la meilleure version du City de Guardiola qu'on ait jamais vu. Et bon, il y a des points qui se perdent, comme je le disais tout à l'heure, mais je trouve quand même que c'est un collectif qui est très 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 rodé. Il te manque peut-être un peu plus de buts que comparé aux dernières années, mais je trouve quand même que c'est quelque chose d'assez incroyable ce qui se passe. Pavel, une finale de C3 pour toi? Rappelle-moi les affiches. Ouais, je te redis ça. Alors, C3. Le West Ham, hein? Ouais, non. Oh, ça va. West Ham, Francfort. C'est facile, ça. T'as West Ham, Francfort et Leipzig contre les Rangers. Bah, moi, je te dis, t'as une petite finale allemande. Hein. West Ham, West Ham, Leipzig. Non. Si. Tu te rends compte que les Rangers, on les battait en poule, aller et retour, et qu'ils sont là. Oui. Enfin, nous, on n'est plus là, mais et ils sont là. Attention à ne pas sous-estimer les Rangers qui, Non, mais c'est même ça, s'ils oui. ont perdu, ils vont perdre le championnat face au Celtic. C'est pas illogique en soi. Le Celtic qui joue très très bien d'ailleurs, avec un autre Jota qui fait des merveilles. Oui. Les Rangers, attention quand même, parce que l'année dernière, j'avais peur que ça s'écroule un peu avec le départ de Gerrard. Et franchement, le collectif joue quand même très 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 bien au foot. Et quand tu as un capitaine comme Tavernier qui est juste incroyable à chaque match, qui peut te planter des coups francs de 45 mètres alors qu'il est latéral droit et finir des actions comme un vrai buteur, c'est assez dingue. Et attention à pas sous-estimer les Rangers face à Leipzig qui joue quand même en plus de ça l'Europe en Allemagne. Donc faudra faire gaffe à pas trop... S'ils pas gagnent, trop tout la mélanger. C3, ils vont en C1, donc peut-être qu'ils pourraient mettre le paquet là-dessus. C'est vrai. Elle n'est pas si fermée que ça, cette Europa League. C'est pas écrit que West Ham ou Francfort va gagner, même si Francfort a éliminé le Barça, c'est vrai. Mais bon, quel Barça aussi, il faut regarder. Parce que c'est le Barça qui perd contre Cadix. Voilà. Mais c'est le Barça qui gagne 4-0 contre le Real aussi. Ouais. C'est ça. Tu vois, c'est très intermittent. Cette saison, c'est perturbant, c'est montagne russe, c'est vraiment montagne russe. Et pour finir la C4, bon, forcément, on a un club français en lice, donc ça me fait penser on espère. Nous, Marseille va refaire contre l'Atlético. Ils vont aller en finale, mais ils vont perdre face à un gros. Parce qu'en face, c'est très lourd. Leicester ou Roma. La Roma. Mais bon, la Roma, ils sont reboostés. Pour le coup, Ah non, moi, je te jure, je vois la Roma. Ils sont trop reboostés. Là, Zaniolo, il t'a fait un match contre Bodo Glimt. C'était incroyable. Mais Bodo Glimt, ils perdent à l'aller, hein, c'est ça? Non, Bodo Glimt, il gagne 2-1 oui, à Bodo. Voilà. C'est la Roma qui perd à l'aller. Ouais, et ils mettent 6-1 au retour, non, c'est ça? Non, ils mettent 4-0 au retour. Non, mais c'était en poule, ils avaient perdu 6-1 là-bas. En poule, ils avaient déjà croisé, ils avaient perdu la Roma 6-1. Oui, ça y est. Il y avait une grosse rivalité en fait entre Bodo et la Roma, et du coup, le match retour à Rome était vraiment intense. Il y avait une ambiance de ouf dans les. Mais contre les gros, cette année, la Roma, par contre, c'est très fébrile.
Donc faudra Même en voir, championnat, même en C'est pas championnat. même en faux. championnat, Ouais, ouais. c'est pas Déjà faux. hier, face à il me semble que c'était la FIO face à eux où Non, ils c'est égalisent. C'était Naples. Ouais, c'est Naples. Ils égalisent à la 91e sur un but de El Shaarawy, donc Ouais. c'est Shaarawy. Le pharaon. ouais. Shaarawy, c'est- Déjà, tu vois, quand tu te prends un but de L'ancienne, déjà, Shaarawy, tu vois. c'est compliqué. Ça date. Hein. Mais non, il faudra voir. Très bien. Bon, allez, on passe aux autres sports que certains, mais non, surtout pas moi, appelleraient les sports mineurs. En vélo, d'abord, on a eu droit ce dimanche à un magnifique Paris-Roubaix avec une météo radieuse et Dylan Van Baarle qui prend la première place en 5h37, soit la performance la plus rapide dans l'enfer du Nord avec une moyenne à 45,79 km/h. Ce qui est énorme, ce qui est la plus... Enfin, Mais moi, tu voyais avec les suivis moto, avec la poussière qui se soulève, et puis Ouais. tu vois sur les pavés à quelle vitesse ils en prenaient Les certains. conditions étaient idéales pour battre un record. ah, ils étaient Ouais, super en fait, beaux. puis voilà, c'est sec, ça roule seul, Et la mais physionomie de course aussi, où tu avais des échappées qui sont allées plus loin que prévu et, Ouais. qui ont dû être rattrapées. Et puis tu as eu des cadors qui n'ont pas répondu tous présents. Puis Bah De oui, Koenig du coup, qui ouais. doit se mordre les doigts. Bah, c'est avec, Van Der Poel qui finit 9e, du coup, c'est une petite déception pour Ouais. le Et champion puis de Belgique. De Koenig, attends, t'as Oui, aussi, Sénéchal et Lampard qui chutent pour cause de spectateurs à peu près ou de pavés. Pas de bol, ouais. Tu vises la gagne. Et anecdotique du coup, puisqu'ils sont arrivés un peu en petit groupe, mais Wout van Aert, j'ai vérifié pour être sûr si au classement officiel il était bien deuxième. Oui, il il finit le deuxième. Wout van Aert, pour moi, il commence à être un éternel second dans la plupart de ses Poulidor, courses. Poulidor, C'est le poupou belge des et classiques. Là, t'ajoutes le seum plus les deuxièmes places. Là, c'est fini. Hein, t'as le cocktail. T'as le cocktail. explosif. Et non, mais c'est vrai. Et t'as Stephen Kung, troisième. Oui, troisième. du coup, c'est lui le Super troisième. pour la Groupama FDJ. Comme Ouais. quoi, quand t'es bon, à peu près bon sur les pavés, rouleur, Oui. c'est une course. Mais ça. Stéphane Kung, ça fait ça 2-3 tombe années, bien. je m'attends toujours à ce qu'il fasse des belles pertes. Peut-être pas sur Paris-Roubaix quand même. Troisième. Non, peut-être pas, mais en règle générale, En je plus, m'attends t'as vu, toujours il que. lance le sprint tôt, donc ça veut dire qu'il piège le Belge de Wanty qui est meilleur au sprint que lui. Ouais. Je trouvais ça habile. Mm. Hein, faut avoir la lucidité après 250 bornes de lancer un sprint sur un vélodrome. Donc, non, belle course. Vous avez pu Poussière, faire oui. un petit tour pour aller voir le Paris-Roubaix? Non. Moi, j'ai pu y aller, j'étais à l'arrivée. Bon, j'ai plus bu de la bière que j'ai regardé la course, mais Comme beaucoup là-bas. hein. Surtout ouais. que là, les frites et la bière, hein, t'avais c'était... encore des coureurs qui arrivaient, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure après. Ouais. C'était un Bordel. Ah, c'était très sympa, c'était très sympa. Mais moi, j'avais vu l'édition sous la pluie, avec la boue. Ah, ça, ouais. Oui, bah, il y a du coup en fait, je suis en train de me demander si Paris-Roubaix, vous préférez que ça soit conservé à cette période printanière Réfléchissez à le mettre ou à l'automne. en Vous préférez octobre et tout. ouais, Après, en fin de saison, tu risques d'avoir de l'usure des coureurs, donc c'est moins c'est explosif, complexe, c'est moins. Non, mais t'as vu comment c'était dangereux en octobre quand même, quand ça glissait et Aussi. tout. Enfin, faut c'est le faire risque. gaffe, Ouais. tu vois. Moi, je pensais aux petits juniors, tu vois, parce qu'il y a la Ah course oui. junior le matin. Eux, tu vois, ils ont 17 piges, 16, 17 Ouais. piges. Il y avait des Uruguayens et tout, des mecs d'Amérique du Sud, ils avaient jamais fait de pavé et tu les vois là dans la pluie, la pénombre, la boue. Ouais, Puis c'est en, dangereux. puis en fait, ils te creusent le terrain. C'est-à-dire que les Oui. courses En plus, d'avant, mm. ils te préparent le terrain, mais presque Mm. pas dans le bon sens. Puis t'as vu le tracteur, il laboure sur le côté de certains secteurs pavés, histoire que les coureurs soient obligés d'aller sur les pavés, ça me bute. Ça me tue, voilà. C'est dingue. Une petite dernière, Agathe. Ouais, bah, j'en ai plein. Je vais faire du basket pour finir avec les playoffs de NBA qui ont commencé la semaine dernière et les séries de 8e nous offrent déjà des belles affiches. On fait un petit tour d'horizon des séries. Déjà, le Heat mène 1-0 face aux Hawks, pareil pour les Suns contre les Pels, et le Philadelphie de Joel Embiid qui domine Toronto 2-0, alors que Golden State assure sur le même score face aux Nuggets de Nikola Jokic. On attendra quelques semaines pour se positionner un peu sur cette fin de saison et puis refaire un petit bilan, Ouais. je propose. Et les récompenses individuelles aussi, il y a déjà. Bah, il y a Ça déjà vient- Marcus ça- Smart. Ça vient dans les news. Oh, pardon. T'as pas, Voilà, t'as pas on une spoil, petite- ça, t'as pas spoil. une petite dernière là? Parce que le basket, moi j'y connais que dalle, on finit là-dessus. Bah écoute, moi j'avais... Pardon, jeune prince. Excusez-moi. J'avais du tennis, hein. Ah bah voilà quand même, on s'entend. Ouais. Bah du coup, Stefano Tsitsipas qui s'est imposé en finale de l'ATP de Monte C'est Carlo. beau ça. Hein. Donc qui se refait une petite beauté, un plein de confiance avant de reprendre à Barcelone. J'en ai discuté ce matin avec Henri Lecomte, que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit que Tsitsipas pour lui était grandissime favori à Roland Garros.
Bah, pourquoi pas. Il y a de quoi, en vrai, hein. moi, Tsitsipas, l'an dernier, face à Djoko, je le voyais faire la sensation. Hein. Ouais, moi aussi. Je le voyais vraiment faire la sensation. Et puis après, Tsitsipas. Djoko est parti aux toilettes. Et depuis, Et là, le il- reste appartient à Non, mais l'histoire. il y a un truc. Le jumeau de Non, Djoko mais est il y a rentré une- sur Ouais. le coup. Il y a une malédiction avec les toilettes, c'est pas possible, il y a un truc, tu vois. C'est Mais c'est quoi stratégie. s'il en avait pas eu 3 ou 4 de matchs sur toute l'édition de Roland où il perd, Ah oui, il oui. perd un set, il Alors pas que il lui, score, il parce que tu ajoutes à lui Tsitsipas qui lui en plus est caractériel avec son père dans les tribunes, Ouais, donc ça fait un il- cocktail. Hein. Et puis tu regardes tous les matchs, c'est une astuce qui est, tu vois, qui est exploitable. Dès lors que tu es dans la fin d'un 4e set, 5e set, voilà. tant qu'à faire. Hein. Puis tu vas te changer, tu gagnes du temps. Ils n'ont pas gagné 6-0 ce soir, mais 4-0 tout de même. C'est Liverpool qui s'est imposé dans le Old Firm, donc le classico à l'anglais si vous préférez. Et c'est avec cette petite phrase toute donnée que je fais la transition vers la petite musique, première musique, en remerciant bien sûr Agathe pour les résultats. Oh, de rien, je t'en prie. Je ne t'oublie pas. Je t'en prie. Très peu de gloire à souligner pour United pour ce match, mais c'est une petite pensée par rapport à Cristiano. Je me suis dit peut-être qu'avec la grinta qu'ils vont avoir, Toutes nos condoléances pour Ouais. son fils. on va, évidemment. ça viendra aussi dans les news. Mais décidément, il est chiant. Hein. C'est la première fois que je fais les news, du coup, T'es je suis chiant, fou, ouais. je suis fou. Et du coup, on s'écoute juste en fait l'hymne des Red Devils, et puis on se retrouve magnifique. juste après. Moi j'aimerais bien qu'ils aient minima en conférence. On est de retour pour la suite du Campus Sport Club. Pardon mes chers compères comparses, je vous rallume. On est là pour poursuivre donc pour un petit moment, une petite section invitée. Est-ce que l'invité nous entend ? Oui ou non ? Oui, tu nous entends ? Super. Vous l'entendez aussi ? Ouais.
C'est parfait. Est-ce que À peu près, oui. Pavel, est-ce que tu encore faire l'entends? les changements de casque. Oui, parce que pour savoir, c'est Pavel qui va mener cette interview comme il a l'habitude de le faire. Est-ce que tu l'entends? À défaut qu'en zone mixte, j'ai pu t'avoir longtemps, parce que la FFE t'a monopolisé. Est-ce que... Alors là, peut-être, vas-y. Est-ce que... J'entends pas, c'est marrant. Parle un instant. Tu nous entends toujours ou pas? Ah, allô, oui. Ah, Oui. ça y est, oui. Ah, c'est bon, Pavel est bon. C'est bon, je t'entends. On a le contact. Voilà. Du coup, je te laisse entre les paroles expertes de Pavel quelques instants, puis on se retrouve après. Ok, ça marche. Bonsoir Nelson. Bonsoir. Bon bah, merci d'avoir accepté l'invitation. Félicitations quand même. T'as réalisé Ouais, quand même avec quelque chose de fou, c'est-à-dire gagner une Coupe du Monde d'épée. Bon, on en reparlera évidemment. En étant 225e mondial, bon, tout le monde dit que t'es la véritable sensation. Je pense que t'en as marre qu'on te le dise à force, mais la véritable sensation de cette journée. Et j'ai envie de te demander, premièrement, est-ce que tu réalises, allez, 2-3 jours après, là, est-ce que tu réalises un petit peu ce que t'as fait? Je commence, disons que je commence à peine. Je commence à peine parce que ouais, c'est vrai que les premiers jours, en fait, c'est une compétition tellement prestigieuse qu'au final, ouais, voilà, la gagner déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, bah oui, forcément, j'étais pas le plus attendu sur la compétition, donc là, j'ai encore plus du mal à réaliser, mais disons que là, voilà, ça commence à faire effet et puis voilà, c'est fort en émotion, quoi. Ouais, alors ce qui est dingue aussi, c'est que toi, ton parcours, il est assez atypique. Tu as été à l'INSEP donc avant la Covid-19, tu n'y étais plus là. J'imagine que là, il y a quand même une porte ouverte pour que tu y retournes. On rappelle, enfin, on le dit, que tu as 26 ans, c'est quand même relativement jeune. Il y a une porte ouverte pour que tu retournes à l'INSEP. Est-ce que cette compétition a été un tremplin pour toi? J'ai envie de dire une seconde jeunesse, sans pour autant te vieillir. Alors, c'est une bonne question, mais il faut savoir que alors l'INSEP, c'est un centre d'entraînement olympique où au final, on y a tout ce qu'un champion peut y trouver de bien pour justement atteindre la performance, sachant que l'INSEP, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. En fait, il y a plusieurs académies qui s'entraînent pour le même objectif que nous, d'aller au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, tout ça. Et l'INSEP, bah voilà, comme ça regroupe plein de il y a plein de choses pour qu'on arrive à se développer. Donc voilà, en général, on veut aller à l'INSEP. Alors moi, j'y suis allé pendant un moment. J'ai fait au moins 4-5 ans. J'ai fait 4 ans d'internat. Et après, je suis passé en partenaire où j'ai fait 2 ans. Donc en gros, j'ai fait 6 ans là-bas d'entraînement intense. Après, là, ça fait juste avant le Covid, on m'a dit qu'il y avait une réduction d'effectifs. Et comme on faisait rentrer aussi des jeunes, bah voilà, on a pris celui on a pris les deux qui faisaient les moins de résultats. Donc, Baptiste Corentin et moi, on a été sortis de l'INSEP. Donc, sur le moment, oui, je l'ai pas forcément bien pris parce que voilà, ça veut dire qu'on croit plus trop en nous, on nous sort pour d'autres tireurs. Mais après, au final, moi, j'ai commencé à trouver mon équilibre dans mon club, où je me suis rapproché de mon club à Saint-Gratien, qui est à côté de Paris, dans le Val d'Oise. J'habite à 5 minutes en fait en voiture de l'INSEP. Où j'ai ma salle de muscu et tout. Donc en fait, je me suis mis complètement en autonomie et j'ai vécu un peu mon projet, mon double projet, dans mon coin avec mon club et les gens qui me soutiennent actuellement. Après, forcément, là, moi, oui, en fait, ce qui me manque le plus, c'est de l'opposition. Parce que en soi, les leçons privées, je les ai avec mon club. J'ai toute la bonne ambiance, les assos, le physique avec mon club et à côté de chez moi. Mais le plus qui me manque, c'est l'opposition, forcément, parce que l'INSEP regroupe les meilleurs tireurs nationaux. On est 12 dans le groupe, et c'est sûr que quand on tire les 12, ça reste les meilleurs mondiaux, quoi. Ouais. Alors, c'est une compétition, le Challenge Mondial, donc c'est une étape de Coupe du Monde d'épée, une des plus prestigieuses, on va dire. Ça s'est quand même joué au stade Pierre de Coubertin, là où il y a le PSG Handball. Toi, t'es passé par les qualifications donc la veille, le vendredi, où il y a forcément beaucoup de matchs, des poules et puis des tours préliminaires. En plus, t'en avais parlé en interview, c'est vrai que t'as eu quelques difficultés en poule, donc t'as eu des tours préliminaires un peu accrochés. Dans quel état d'esprit t'arrives le samedi? Le samedi, du coup? Ouais.
Bah en fait, ouais, comme on fait une première... Alors le vendredi, ça s'appelle la Terre des démons. Et c'est en général, je dirais pas que c'est le plus dur, mais c'est super... y a énormément de pression, parce que perdre la veille, ça nous offre pas de points en fait. Et du coup, bah... Moi, j'ai travaillé mes 6 matchs en poule, c'était compliqué. Ouais, comme vous dites, j'ai eu les 3 matchs derrière à accrocher pour passer le lendemain. Bah, en fait, je suis parti sur une compétition samedi où j'avais 0 pression. Je partais je débutais la compétition sur le numéro 5 mondial, le japonais. Donc, je me dis, bon, bah, écoute, au pire, tu perds, tant pis, mais tu fais tout pour faire un beau match. À la fin de la compétition, il faut que tu finisses sur les rotules, que tu sois mort physiquement, ou alors, à la rigueur, même si tu perds, au moins l'autre, il faut qu'il perde des plumes sur ton match et que là, tu lui rendes difficile la tâche. Donc, c'est vraiment, je me suis mis aucune pression et je me suis dit, bah, je vois pas pourquoi un autre y arriverait, pourquoi pas moi. Et au final, à ce niveau-là, on a tous le niveau de faire quelque chose. Donc, il faut juste croire en soi et aller de l'avant, quoi. Alors, il y a une déclaration que tu as mise sur ton Instagram, moi j'ai envie de la lire, c'est celle de Daniel Gérant. Daniel Gérant, ouais. c'est un tireur qui a gagné donc en 2013 et qui, on le rappelle, devait aller aux Jeux Olympiques à la place de Romain Canon, qui n'y avait pas été pour une accusation pour laquelle il a été blanchi. Alors il te dit donc pendant le match, j'imagine, voilà, à la pause, mec, reste sérieux jusqu'au bout, pointe devant et bien sur les jambes. Oh, t'es en finale du Monal, c'est une chance qu'il faut pas louper. Tu veux ta tête à côté des autres champions, alors continue comme ça et donne tout, cette opportunité pour être unique. Alors saisis cette chance, frérot, allez. Qu'est-ce qui te passe par la tête là à ce moment-là? C'est vrai qu'à la pause, je me rappelle plus du score, mais il me semble que t'étais bien dedans. Alors un tout petit début où t'es un chouïa derrière, mais après tu déroules quoi. En fait c'est ça, je pense que c'est... Alors en fait il m'a tenu un peu ce discours sur avant le match et pendant la première pause. Il faut savoir que c'est 3 fois 3 minutes un match d'escrime et avant le match, voilà, il me dit un peu ce discours-là et pendant le match, il me donne juste des petits, par exemple des petits mots flash, genre pied, distance, allez, rigueur, des petits trucs comme ça. Ça sert à rien de s'éterniser, de donner trop d'informations. Et là, pendant cette première pause, il me dit tous ces mots-là, ces 3 phrases qui au final, résonnent dans ma tête. Il me dit, bah ouais, c'est vrai, on a fait tout ce travail pour ça. C'est le moment fatidique. C'est là le tournant du match, donc c'est à moi de me donner à fond et voilà, il a su trouver les mots. Après, faut pas non plus penser au après en disant ouais voilà, penser à la médaille ni quoi que ce soit, mais juste penser et se remémorer que l'enjeu est hyper important et que c'est voilà, il y a quand même c'est une première place en Coupe du Monde. Il n'y a pas énormément de Français qui la gagnent. Il n'y a pas beaucoup de tireurs qui gagnent cette Coupe du Monde, donc ouais, c'est important de préciser l'enjeu tout en faisant le lien de ce qu'il faut faire pendant le match, quoi. Tu succèdes donc à Gauthier Grumier qui avait gagné en 2016 au Challenge Monal à Coubertin. Alors toi, tu es du coin, tu te disais, tu viens du Val d'Oise. Il y a eu quelque chose quand même qui est incroyable, c'est que cette compétition donc n'avait pas eu lieu pendant 2 ans. Il y avait un public incroyable, les tribunes étaient pleines ou quasiment pleines, t'avais tes proches, c'était limite une hystérie collective, j'ai envie de dire. À quel point ça t'a permis, en tout cas moi j'ai senti personnellement étant sur place que ça t'a vraiment permis parfois d'aller chercher une énergie autre quoi, un peu lunaire. Alors ouais, là toutes les planètes étaient alignées pour la perf, si je reprends l'expression. Alors petite rectification, moi je suis lyonnais à la base, je viens de Lyon, mais ça fait depuis 2012 que je suis au club du Val d'Oise, ouais, et du coup, depuis 2015, j'habite sur Paris et je m'entraîne avec Saint-Gratien et INSEP. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Okay. Mais pour le coup, ouais, en fait, j'avais ma famille qui vient. En fait, en général, elle vient souvent sur cette compétition comme c'est la seule qui est en France de Coupe du Monde. Et avec, voilà, comme c'est un événement, il y a beaucoup de gens, il y a une foule. Et puis, ouais, un retour de Covid en général, il y avait plein de gens qui attendaient cette Coupe du Monde. Et on s'est dit, bah vas-y, ouais, c'est l'occasion d'y retourner. Et après... Le public en soi était un petit peu timide au départ et puis plus on s'avançait vers les phases finales, plus il encourageait, mais c'est surtout j'ai gagné un petit peu l'empathie du public à partir des quarts finales où j'ai commencé à les ambiancer, à faire des clappings, à rentrer un petit peu, j'ai fait un peu le showman comme ils disaient les autres et du coup ça a attiré un petit peu, ça a excité un peu le public, ils étaient derrière moi et je sentais que c'était pas Nelson dans une Coupe du Monde où il était encouragé, c'était Nelson et son public qui le poussait à y arriver. Donc en soi, oui, ça m'a sorti de... Des fois, quand je sentais la fatigue physique et que je sentais derrière, ça hurlait, ça gueulait, et que c'était derrière moi,
ouais, ça donne des ailes, et on se sent intouchable. Surtout que Romain Canon avait été éliminé en quart de finale et l'autre français, donc c'était Alexandre Bardonnay, en demi-finale, que tu aurais pu rencontrer, qui a été battu par le Kazakh. On aurait pu avoir une finale 100% française, donc c'est vrai que le public a placé beaucoup d'espoir en toi. Peut-être que des collègues ont des questions autour de la... Oui, salut Nelson. Pablo, je voulais te poser déjà félicitations pour cette impressionnante victoire. Alors j'aurais des dizaines de questions sur l'entraînement et comment justement tu as dépassé le cadre d'être sorti de l'INSEP, mais juste une sur une déclaration de Hugo Bry, qui est le patron de l'équipe de France masculine en épée, qui disait: la victoire surprise de Romain Canon au JO a donné des idées à pas mal de monde. C'est une victoire qui, chez beaucoup, même des non-fans d'escrime, a été assez marquante, notamment par son jeu et sa façon de tirer. Comment est-ce qu'une telle victoire, toi, de ton côté, a pu te donner confiance, a pu te pousser sur certaines victoires? Tu l'as dit, tu as affronté des grands noms et des grands personnes au classement. Comment est-ce que ça t'a poussé justement à aborder ces rencontres? Romain, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui, je l'aime beaucoup. On s'entraîne depuis qu'il a l'INSEP, ensemble, ça fait quelques années déjà. On a fait les équipes juniors ensemble, on a fait les équipes U23, on a remporté des médailles, on a chanté des Marseillaises ensemble. Et le voir, il est un peu plus jeune que moi, de 2 ans, et le voir arriver là où moi j'aurais eu envie aussi d'y être, donc j'étais hyper fier pour lui. Et voilà, on souhaite toujours le meilleur pour ses potes. Indirectement, j'avais cette envie aussi d'y arriver aussi. Du coup, ouais, s'il y arrive, pourquoi pas moi en fait. Ça touche un petit peu l'ego indirectement, où on se dit putain, mais moi aussi j'ai été champion d'Europe, j'ai été champion du monde et tout. Pourquoi j'arrive pas à enseigner comme ça? Et après c'est qu'une question d'alignement des planètes et de confiance en soi. Y arriver, y croire et travailler petit, être humble. Et ça c'est quelque chose qui amène cette persévérance d'esprit et voilà. Après physiquement on s'entraîne à côté. Mais c'est vraiment arriver à pas oublier l'objectif et de se dire que au final tout est accessible. Il faut juste le vouloir. T'as une question? Non. Ouais, alors on peut peut-être... parce que l'anecdote quand même, elle est là aussi. Hein. T'étais 225e mondial avant l'épreuve. Aujourd'hui t'es 48e, j'ai vu au dernier classement, je sais pas si je me trompe. 48e, ça va. Alors ça va pas te permettre d'accéder au tableau de Coupe du Monde directement, parce que je crois que c'est les 16 premiers, quelque chose comme ça, mais premiers, ouais, voilà, c'est ça. Et mais par contre, ça te permet de faire un bond et de t'ouvrir quand même pas mal de choses. Là, c'est quoi les prochains objectifs? J'imagine que l'idée, ça va être de transformer l'essai, mais où ça? Alors là, dans 10 jours, on a, à peu près 10-15 jours, on a une Coupe du Monde au Caire, en Égypte, donc le week-end prochain. Pas celui-là, mais celui d'après, où là, clairement, je vais dans l'esprit de... Alors, je vais pas me dire, ouais, je vais absolument la gagner. Parce que c'est pas parce que j'ai gagné celle-là que je vais toutes les gagner. Là, faut être lucide. Par contre, là, je vais essayer de me remettre dans cette même rigueur, dans ce même état d'esprit, d'y aller, d'avoir confiance en moi et de me dire, je l'ai fait. Pourquoi pas la refaire? Et pareil, de faire mon petit bonhomme de chemin, match après match, et de me dire, peu importe le mec que je rencontre, avec du respect, faut que je le tire à fond, et voilà, et c'est tout, et prendre du plaisir. Pour moi, c'est la seule chose c'est le seul état d'esprit dans lequel je vais être. Après, oui, l'idéal, ce serait de transformer l'essai à nouveau, de me prouver que c'était un déclic et pas une simple performance. Mais, donc voilà, c'est, pour moi, voilà, il reste encore 2 Coupes du Monde, et c'est là où faut que je marque le coup, quoi. Ah écoute, on va compter sur toi. Ça va être quand même important. Et puis l'épée française de toute façon a toujours été fructueuse, donc on compte sur toi évidemment pour faire partie de ce lot de vainqueurs. Merci Nelson d'avoir été merci beaucoup. Avec nous. Et puis écoute, on va suivre tout ça et puis dans 2 semaines on se redit à bientôt pour parler de la victoire au Caire. On fait comme ça. On croise les doigts, on verra. On croise les doigts. Merci beaucoup Nelson. En tout cas, bonne soirée. Merci pour tout. Merci pour tout, Nelson. Merci, bonne soirée.
Nous, on va poursuivre. Super interview. Moi, j'ai bien aimé ce brave Nelson. C'est pas Nelson Montfort. Non. Mais c'est un brave Nelson. Mais du coup, je connais pas beaucoup Nelson. Donc, t'en auras 2 auxquels t'identifies. C'est bien ça, non? C'est quand même sympa. Alors, ce prénom. On poursuit, nous. Je vais faire brièvement quelques petites news. Pause musicale. Et on se retrouve pour le dernier quart d'heure explosif du CSC. C'est bon pour vous? Allez, on est parti. Jingle. Vous écoutez le Campus Sport Club, c'est l'heure des news. Alors pour vous, mesdames et messieurs, j'ai fait une petite sélection, un petit tout-va de tous les sports. Vous l'avez glissé tout à l'heure, du coup j'en profite, je vide mon sac dès maintenant. Pas de nouveau sacre pour notre pivot français du jazz, Rudy Gobert, en NBA, qui a été finaliste du trophée de défenseur de l'année, mais qui ne l'a pas eu aux dépens donc du meneur des Celtics de Boston, Marcus Smart. Il a avec 257 points attribués par une centaine de journalistes dans le monde entier, il a devancé largement le français. Et le français qui aurait pu avoir son 4e titre, pour info, et égaler le record historique de la NBA, Ben Wallace et Dikembe Mutombo, qui ont eux deux, donc 4 titres. On va parler mercato foot et mercato rugby. Mercato foot, petit point olympique lyonnais. Alexandre Lacazette, international français, pourrait y faire son retour. C'est du moins ce qu'il a sous-entendu ce dimanche sur le plateau du CSC du Canal Football Club. CFC, pardon, tu vois, CSC. Ouais, CFC, c'est pour bientôt. Est-ce que j'ai fait exprès? Peut-être. Un contact aurait été établi, mais l'importance d'une place qualificative à l'Europe, et là je regarde Pavel forcément. Elle est tellement lointaine cette place en Europe que déjà si tu as renouvelé Maxence Cacré et que tu lui as dit que tu voulais bâtir le projet autour de lui, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc point mercato foot qui est très très hypothétique. Très hypothétique. Et point mercato rugby, puisque c'est l'arrière de l'équipe de France, Melvin Jaminet, qui a annoncé son départ officiel à la fin de la saison donc, de Perpignan pour rejoindre le Stade Toulousain pour 3 ans. Champion de Pro D2 avec l'USAP, l'international de 22 ans avec 11 sélections à son compteur, maintenant récent vainqueur du tournoi Destination, donc va poursuivre sa carrière en top 14. Est-ce que, pour vous, très brièvement, c'est un risque ou c'est une bonne décision à 1 an et demi? Non, c'est un taulier, il a raison de faire ça. Perpignan, j'ai pas le classement de top 14 sous les yeux, mais Perpignan, c'est clairement une équipe qui vise le maintien. Lui, maintenant, j'ai l'impression qu'il s'est installé en tant que titulaire. On l'a vu sur ce tournoi Destination, c'est un bon tireur au pied. Sa carrière, elle n'est pas destinée à rester à Perpignan, pour tout le respect que j'ai pour Perpignan. C'est comme si je te disais, au foot, demain, je balance Arkadiusz Milik. Non, mais moi, je parlais pas forcément de le fait de quitter Perpignan, c'est plus l'idée de rejoindre le Stade Toulousain. Ouais, mais je pense que tu vois, il nous a prouvé au travers des matchs de l'équipe de France qu'il avait la stature. Tu vois, je pense, après... Ok, un point positif pour Pavel, en tout cas. Moi, je pense. Après, tu sais... C'est sport professionnel, il y a tellement de risques, tu sais, une blessure et le mec c'est fini. C'est compliqué. Il retourne à Brive. De toute façon, même les plus grands, une fois qu'ils étaient blessés la veille d'un tournoi, on l'a vu avec du sautoir Chabal à des moments. Yann Gourcuff, si tu nous entends. Maintenant, invincibilité, c'est le FC Porto qui a égalé un mythique record établi en 93 par l'AC Milan. La plus longue série de matchs sans défaite en championnat. Les Dragons ont marqué un 58e match de rang, sans le moindre revers. Ils sont invincibles en championnat depuis octobre 2020. J'avais cru que ça allait remonter avant Covid. À 58 matchs en championnat, j'ai cru que ça allait remonter très très loin. Ils essaieront donc ce week-end contre Braga de battre le record de Milan, établi entre 91 et 93. Point toujours foot, je poursuis là-dedans. 60e triplé inscrit ce week-end contre Norwich, dernier de Premier League pour Cristiano Ronaldo. Pour l'anecdote, c'est son 800, le 3e but était son 810e en carrière. Mais encore plus fou, c'est son 60e triplé, 30 avant ses 30 ans, 30 depuis ses 30 ans. Le gars, il les a bien répartis. Il est mathématique. Et une info plutôt joyeuse qui vient contrebalancer avec malheureusement le décès de l'un de ses enfants à la naissance, qu'on a appris hier via les réseaux. Sa compagne enceinte de jumeaux a donné naissance à une petite fille, mais le garçon, lui, n'a pas survécu. Et donc Ronaldo était absent ce soir du match. Et la 7e minute était une minute d'applaudissement de la part de Turnfield pour Ronaldo. Et je ne voulais pas manquer ce moment pour voir cette osmose, et je me dis que ça aurait été fou. Petit point Marseille, Olympique de Marseille, même après sa qualification en demi-finale de Conference League, l'OM s'en va défier 28 avril prochain, le 5 mai, l'équipe néerlandaise donc de Feyenoord. Tandis que les matchs aller-retour contre le PAOK en quart étaient diffusés sur W9, c'est cette fois-ci M6 qui proposera les futures rencontres. Le match aller, c'est sûr, le match retour, c'est très certain.
Un match qui sera aussi diffusé sur une chaîne donc, du groupe Canal pour le payant, là, par contre. Et à noter que le virage nord sera fermé lors du retour, donc du match retour qui aura lieu au Vélodrome contre le Feyenoord, à cause des incidents survenus lors du quart de finale contre le PAOK. Petit coup de gueule quand même, l'Olympique Lyonnais qui n'est pas diffusé en quart de finale à domicile. Alors je sais que là on a pris la pinée, mais t'avais le PDG de M6 qui avait promis qu'il diffuserait les clubs français à domicile, et nous on s'est retrouvés sur RMC Sport. Bon, tu sais, j'ai coupé le streaming au bout d'une demi-heure, j'ai envie de te dire. Tout va bien, mais c'est dommage, quoi. Si on avait fait quelque chose de bien... On parlait de Marseille, tu viens de parler de Lyon, on va parler de Paris, puisque question étoile, pas étoile, le PSG devrait bel et bien avoir une étoile sur son maillot en cas de 10e titre du championnat de France de Ligue 1. Par contre, celle-ci, parce que tout est possible, celle-ci ne figurera pas au-dessus du blason du club comme l'avait décidé Saint-Etienne, mais elle devrait être sur la manche droite, plus précisément au niveau du logo de la Ligue de football professionnel. Je trouve ça... c'est pas beau, mais c'est humble. C'est humble, mais en fait, je pense que c'est... C'est humble, parce qu'une étoile, normalement... Ça en devient anecdotique. Je trouve ça totalement inintéressant, genre, comme débat. Marseille l'a mis, Saint-Etienne l'a mis, Paris pourrait la mettre, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Non, mais Saint-Etienne, ils l'ont mise parce qu'ils ont gagné... Ils ont 10 titres. Si on a les 10 titres. Ils ont les 10 titres, t'as le seuil... Marseille, c'est pour la Ligue des Champions, c'est honorifique, mais je veux dire, Paris mais tu vois, voilà, mais restons dans la tradition, c'est la Ligue des Champions, l'étoile, sinon pas d'étoile. Mais non, mais Saint-Etienne a une étoile. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Bien, c'est les deux seuls, de toute manière. Oui. Je pense aussi que c'était pour éviter les comparaisons avec Marseille. Ouais. Et on finit sur du basket rapidement. Paris 2024, l'équipe de France de basketball avec sa fédération et le comité olympique continue de chercher un nouvel emplacement pour accueillir donc ces fameux matchs à Paris en 2024. La précédente proposition, pour vous le rappeler, devait se tenir au parc des expositions de la Porte de Versailles, et ça avait provoqué un grondement et une tollée pas possible. Voilà, très mais tu sais quoi, bail. Et donc avez-vous une suggestion? Il y a un lieu qui est pas utilisé, c'est Coubertin. Bah, oui. Ils ont qu'à aller à Coubertin où il y a du handball. Mais est-ce que c'est adaptable en basket aujourd'hui? Oui, je pense. Il y a des tribunes. Alors, il n'y a pas beaucoup de tribunes. Hein. Ah bah oui, c'est triste. Elles sont en hauteur. Mais écoute, il faut faire des choix. Salon de l'agriculture, tu vas pas jouer au salon de l'agriculture. Hein. Le plafond est bas. Les mecs ont raison. Et puis, on a critiqué quand même les mecs. Parce qu'ils ont dit ça. Tu rabaisses. C'est bizarre, mais c'est l'image qu'il y a derrière. C'est que c'est une équipe médaillée d'argent olympique. Le basket tricolore, on a été champion à la maison. L'Euro, c'est qu'on est en France et que j'ai l'impression qu'on n'a aucune infrastructure pour les accueillir. Il y avait Pierre Mauroy qui avait bien accueilli la finale de l'Euro, mais tu le volley va à Lille en 2000. Le handball va à Lille en 2024. Je sais pas, à la rigueur, faut délocaliser. Qui joue en Pro A? Tu regardes les équipes qui jouent en Pro A. Limite, s'il faut aller à Lyon, on va à Lyon. Tu vas dans le hall de l'Asvel et puis voilà. Ça. Donc encore en suspens cette histoire-là, cette affaire-là. Et voilà, j'en conclus très brièvement. Moi, je vais lancer tout de suite une petite musica pour avoir le temps de papoter quand même un peu derrière. Il y a dans mes news une info que j'ai fait exprès de sauter, qui est en fait la vente du maillot de Maradona porté en 86, qui sacrait pour la deuxième fois sa nation argentine avec la main de Dieu. Et je m'étais amusé, j'étais tombé à l'époque sur l'émission du CFC, pas le CSC donc, qui rediffusait un extrait où Maradona chantait leur hymne argentin sur la mano de Dios. Tu sais qu'apparemment le maillot c'est pas le vrai maillot. C'est sa fille qui aurait démenti. Et après c'était revérifié. Il y en a qui disent non, on vous assure c'est le bon. Oui. Il devrait être mis en vente et on estime sa valeur entre 4,5 et 8 millions de dollars. Ça va vous avez de quoi faire ou un petit chéquier? Si on se cotise, on met ça sur Radio Campus. On vient de réparer une antenne. Déjà qu'on doit réparer l'antenne, on va peut-être pas précipiter les choses. Donc on s'écoute juste Maradona qui chantait à tue-tête à la bonne époque et puis on se retrouve juste après. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó, Parado se fue que corrió, Parado, y sueño tenía una estrella.
tropezó porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, un deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. Quel artiste. Meilleur avec un ballon dans les pattes. Qui est-il? Mais qui est-il? Mais belle voix. Belle voix. Mais belle voix. The Voice, il aurait passé les battles. En parlant de belle voix, moi j'ai envie d'entendre celle de Pablo quelques minutes Avec plaisir. pour les immanquables. Vas-y Pablo. Alors, on commence tout de suite avec du cyclisme. On en a parlé tout à l'heure avec le Paris-Roubaix. Demain, le début de la Flèche Wallonne, 10h30, 202 km entre Blaine et le mur de Huy. Ce sera visible évidemment sur France 3. Et dimanche à 10h, un autre classique, le Liège-Bastogne-Liège, qui s'élancera. Ce week-end, on passe au foot maintenant avec la demi-finale allée de Ligue des Champions femmes entre l'OL et le PSG à 17h. On met toujours à l'honneur le foot féminin sur Radio Campus et encore plus quand c'est des clubs français. On a aussi de très gros chocs en Ligue 1, notamment pour le maintien. Ça va être très compliqué. Et pour la course à l'Europe. Du rugby, on continue dans le sport féminin vendredi 21h avec la 4e journée du 6 Nations féminin. Les Françaises affronteront le Pays de Galles et ce sera donc retransmis sur France 3 vendredi 21h. Dimanche soir en rugby masculin cette fois, on a le très très gros choc entre le premier et le deuxième du top 14, entre Montpellier et l'UBB de Bordeaux-Bègles à 21h. Ce week-end, évidemment, en sport auto, on a le Grand Prix du Portugal en moto à 14h et on continuera directement avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne à 15h en F1. Ce sera évidemment retransmis sur Canal et Canal Plus Sport. Et on termine cette courte page des immanquables avec le programme de ce soir, pour ceux qui ne voudraient pas nous quitter et ne quitter le monde sportif dès la fin de notre émission, avec les playoffs NBA. Memphis affrontera Minnesota qui domine pour l'instant la série 1-0. Le match est à minuit. Miami-Atlanta, Miami, comme le disait Agathe, bat Atlanta pour l'instant 1-0 et le second match est à 1h30. Et enfin, Phoenix, les Suns affronteront les Pélicans de New Orleans à 4h. Voilà. Quand t'as dit après l'émission du sport, j'ai fait attends, et on finit à minuit, il peut pas faire encore plus tard. Non, mais en gros, tu dors pas. Non, mais en gros, tu dors pas, c'est ça que t'as pas compris, tu dors pas. Je me suis dit, il faudrait quand même, un jour, t'es chaud, tu te dis un samedi marathon sport où t'arrives vraiment à toutes les étoiles s'alignent et toutes les heures, t'arrives à avoir un abonnement, tu sapes une chaîne et tu t'enchaînes du sport. Bon, ouais, je pense que ça sera un truc de. C'est déjà ce que font certains. Hein. Oui, en foot, voilà, en foot, vous enchaînez. Après, si c'est pour regarder la Farmers League, quelle Farmers League? Bordeaux, quelle Farmers League? Le Bordeaux Saint-Etienne de ce week-end, je suis impatient. Et le Lorient-Metz, les gars, ce week-end on a du. Non, c'est mercredi là, demain. Demain on a 3 journées. Si Metz perd, ça pue, je crois, non? Ah, mais ils sont déjà. C'est fini, mais là. Comme Nancy ce soir, c'est pas fini encore. Non, si, c'est fini. S'ils perdaient, c'était moi qui suis lorrain, je pleure pour ma Lorraine. On va parler, pour finir, les 5 dernières longues minutes qui nous restent, qui vont passer très vite, puisqu'on va un peu revenir, pour finir ce CSC, tous les 4, sur ces derniers temps, notamment en France. Hein, on va parler aussi de nos clubs plus ou moins respectifs, sur le relationnel entre joueurs, club, institution même, je parle, et supporters. Les supporters qui, ces derniers temps, ont eu droit à siffler leurs propres joueurs. On l'a vu au parc, on l'a vu ailleurs, des grèves de chant.
des signes forts, des coups de gueule lancés à leur direction. Et même au-delà de la France, hein, outre-Manche, United qui est en train de pester. Est-ce que vous avez déjà un mot à dire, vous, par rapport à votre club, par rapport à l'ambiance qui règne, et si vous aviez un coup de gueule ou un avis à donner? Alors, je commencerai justement pas par mon club, mais plutôt par le club d'Agathe, le PSG. Revenir juste très rapidement sur l'édito de Vincent Duluc qui était sorti après les sifflets sur Neymar et Messi. Donc un gros coup de gueule sur cet édito parce que donc qui remettait en question les sifflets face à Neymar et Messi, qui disait que les supporters, en grosso modo, c'était la même chose que ce qu'on disait aux basketteurs noirs américains qui prenaient position contre pour Black Lives Matter. C'était fermez-la et dribbler. Grosso modo, c'est un peu ce qu'on a demandé aux supporters du PSG, c'était fermez-la et applaudissez quand Messi et Neymar sont là. C'est évidemment mésestimer grandement ce qui se passe au PSG et ce qui se passe plus généralement chez les supporters qui ont le droit de critiquer parce que le club, c'est eux en fait. Une institution sans supporters n'existe pas et ne sert à rien. Le foot est fait pour être un spectacle auprès des supporters et auprès du public. Donc commençons à respecter un petit peu plus les supporters dans le football français et arrêtons ces postures qui feraient des supporters français les ennemis du football. Agathe, tu veux rebondir? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve qu'aujourd'hui en France il y a un climat vraiment de diabolisation des supporters qui est assez insupportable. Dans le sens où que ce soit par la négligence des dirigeants parisiens à l'encontre des demandes du collectif ou alors même on le voit dans le nord des préfectures ou même partout en France qui font toutes les semaines des restrictions toujours plus absurdes pour empêcher les supporters d'aller on doit faire dans leur équipe. C'est quand même assez incroyable. Je sais pas si vous avez vu comment on appelle ça, l'arrêté de la préfecture du Pas-de-Calais pour interdire la venue de supporters à Lens, des supporters montpelliérains, je crois, à Lens samedi prochain. On te parle de tournois de cerf-volant, tu vois, on te parle de trucs totalement lunaires. On t'invente des rivalités surtout. Et c'est ça pour en fait pour Lens faire quelque chose de systématique et pour empêcher le football de se vivre comme il devrait se vivre. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un sujet qui mériterait d'être abordé beaucoup plus largement. Que ce soit dans les médias ou même dans les médias et au sein des clubs. Comme on a vu, le RC Lens, il a pris position. Le club a fait un communiqué cet après-midi pour dénoncer justement cette banalisation, je cite, des restrictions. Et je trouve que c'est... Justement, juste pour rebondir 2 secondes sur les restrictions, ça me fait penser à cette banderole qu'a déployé le Commando Ultra à Marseille au dernier match à domicile. Qui disait à force de nous empêcher, à force de déposer des arrêtés préfectoraux pour empêcher les déplacements, vous êtes même plus capable de les organiser quand les déplacements viennent à vous. Ça a été le cas avec les supporters du PAOK à Marseille où il y a eu de très très gros problèmes de sécurité et de gros problèmes d'organisation. Donc voilà, à force d'empêcher les gens de se déplacer, vous finissez par être ridicule au niveau européen. Et puis pourquoi interdire les déplacements quand tu sais que de toute façon les supporters vont venir et pourquoi interdire alors que tu pourrais juste t'organiser pour éviter que ça se passe mal. T'as vu le derby, il y avait des Lensois dans le stade. Évidemment qu'il y avait des Lensois dans le stade, c'est évident. Et puis t'as vu, je sais pas. Les corons ont retenti à la 80e à Pierre-Mauroy. C'était un truc de ouf. C'était un truc de préfet, responsable politique nommé par l'État, fonctionnaire de l'État. T'es pas foutu d'assurer la sécurité d'un stade et d'un match de foot. Et après, tu viens nous parler, on rebondit pas sur de la politique, mais tu viens nous parler de gestion de flux migratoires, de gestion de trucs, qui n'est même pas foutu de gérer un stade de foot. Et après, tu viens faire le pan sur d'autres choses. Non, c'est terrible. C'est terrible. Et tu vois, comme elle le dit, des trucs complètement lunaires. Derby ce soir, Auxerre-Dijon. Il y a 1000 places dans le parcage à Auxerre pour Dijon. Ils en mettent que 300. Mais le mec, il te justifie ça. Ah oui, on va limiter les bus. Bah oui, mais du coup, ils viennent en bus. C'est bien, justement, ils viennent pas de leur propre côté. Ton cadre dit ça. Pourquoi tu permets pas? En plus, ils les foutent au 2e étage. Parce qu'au 2e étage, t'as une tribune de 300 et qu'en bas, c'est 400. Alors ça fait du vide. Marre, quoi. Là. On est là.
Franchement, on est là. Et puis à Lyon, alors là, n'en parlons même pas. Mais comme ils le disent, hein, des directions sourdes, aveugles, et des directions sourdes et aveugles, qui, je pense qu'en fait, Duluc, il a pas compris un truc, pour finir là-dessus, c'est que les supporters, c'est pas des gueux. C'est pas des gens, tu supportes ton club et tu fermes ta gueule. Ils ont le droit d'avoir des opinions. Et aujourd'hui, malheureusement, on les prive de ça, on les juge, t'as plus le droit de siffler un tel. C'est terrible, quoi. Cette culture-là, c'est à gerber, honnêtement. Je vais rebondir plutôt sur un club qui est en grande difficulté cette saison. On parlait de Montagnouris tout à l'heure, le FC Barcelone. Là-bas, les supporters sont aficionados, qui ont aussi un poids aussi dans le CA, sur la gestion du club. Sont actionnaires. Les socios. Et ben dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose déjà, vous, en règle générale, sans dire qu'on l'instaure ailleurs, hein, je veux dire, est-ce que pour vous déjà, c'est un bon point ou... ça commence à se mettre en place à Saint-Etienne, je crois qu'il y a une... À Nantes aussi. Ouais. À Nantes, oui, Michael Landreau, et en plus il veut mettre les commerçants et tout sur le truc. Moi je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, et justement ça pourrait aussi permettre de justifier... Parfois, parce que j'entends beaucoup d'arguments qui disent ouais, mais en fait les supporters ils sont bien gentils, mais c'est pas eux qui dirigent le club, etc. Ils n'ont aucun pouvoir. Justement, voilà, donnez-nous une part de pouvoir, voilà. Une part de décision, qu'on Comme soit dans le dialogue avec vous. Il y aura plus de débat là, tu vois. Voilà. Ça peut être intéressant après. Que tous les partis soient concernés en tout cas. Mais tu devrais avoir une loi pour ça, où moi je pense que tu as 51% des parts qui devraient appartenir aux supporters. La majorité. Combien t'as dit ? 51%. C'est ce qui est prévu en Allemagne, c'est le 50 plus 1, qui est que les supporters ont 50% des parts et un autre actionnaire a le reste, à 50% des parts. C'est le cas au Bayern, il me semble. Et du coup, qui te permet d'avoir un rapport de force égal entre les supporters et l'actionnaire principal. C'est cohérent. Mais bon, en France... Hein. On verra. Mais en tout cas, du moins, je voulais finir par soulever ce petit point-là que je trouvais important. On en reparlera. Oui, parce que franchement, on a dit un quart de ce qu'on aurait pu dire sur ce sujet. Non, là, je pense qu'on pourra refaire un truc là-dessus. On pourrait en refaire un, et pour un futur débat, je pensais aussi, pourquoi pas, revenir sur les championnats un peu plus mineurs. Tu parlais beaucoup du championnat écossais et ces clubs-là qui brillent à l'heure. J'aimerais bien portugais, russe, qu'on fasse complètement un petit truc là-dessus. Aller vers l'Est, oui. C'est pas mal. Bon, pas besoin, la Hollande est bien aussi. Oui. Après, si tu veux des ambiances un peu... Tu vas... Même en Albanie, t'en as... Bon, non, on se quitte là-dessus, hein. On a un petit peu débordé, on s'en excuse. C'est 2 minutes, Pavel, c'est 2 minutes. Je nous laisse du coup avec les musiques du reste de la nuit, tout simplement. Pour vous endormir. Si vous voulez pas vous ennuyer, allez tout de suite mater la NBA. Merci. Le Memphis-Minnesota. C'est 1h30. Oui, Jamorant, regardez Jamorant. Il y a le minuit Memphis-Minnesota. Ah, c'est minuit. C'était minuit, il a dit. Donc donc en fait, vous dormez pas. Voilà, vous dormez pas. Non, c'est tout. Enchaînez direct. Enchaînez vite. Coupez votre radio, allez-vous-en. Pas de réveil, rien du tout. Moi, d'ici là, je me dis à la semaine prochaine. Et puis pour une nouvelle émission du CSC, pas CFC. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne soirée tout le monde.